Les risques qu'il y a avec ça, ça veut dire que quand l'individu réussit pas, c'est sa faute, c'est sa culpabilité. C'est aussi lourd, je trouve, pour nos enseignants, des fois, de leur faire porter ce côté individuel. L'enseignement, c'est collectif. L'école, c'est collectif. Et l'apprentissage, encore plus. Quand on joue à résoudre un problème, on retrouve le plaisir, la gratuité, enfin, on retrouve ces dimensions-là. Pour moi, les Lesson Studies, c'est une forme de jeu de faire semblant. C'est peut-être pour ça que je m'y retrouve très bien. On teste des choses, on essaye des choses, on a droit à l'erreur. Bienvenue dans Haut en couleur, le podcast de Motif qui accueille des personnes enseignantes, chercheuses, spécialistes ou en formation. Avec nos invités, nous aborderons des thématiques variées en lien avec l'enseignement. De la linguistique à la pédagogie, de l'accueil des migrants à l'économie, des arts à la psychologie. Nous construisons avec vous, chers auditeurs et auditrices, chers invités, un panorama des connaissances actuelles. Chères auditrices, chers auditeurs du podcast de Motifs Haut en couleur, bienvenue. Notre invitée d'aujourd'hui a fait ses études à l'Université de Genève et c'est aussi là qu'elle a fait son doctorat. Aujourd'hui, elle est professeure ordinaire dans une école pédagogique. Anne-Claire Georgie, bienvenue. Merci, bonjour. Anne-Claire Georgie, votre spécialité, c'est les apprentissages fondamentaux au degré primaire. Votre deuxième cheval de bataille, si j'ose dire, c'est le jeu. Donc vous soulignez particulièrement l'importance du jeu dans les apprentissages, du jeu libre et du jeu de faire semblant à l'école. Et puis votre troisième spécialité, c'est la Lesson Study, le dispositif de formation qui améliore les pratiques enseignantes de l'antérieur, dispositif de formation et de recherche. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait connaissance quand j'ai eu la chance de participer dans les sessions Lesson Study animées par vous dans un établissement scolaire vaudois, dans lequel les praticiennes de terrain avec les chercheuses de l'Université de Lausanne et puis avec vous, on a exploré en finesse des séquences pédagogiques du projet Apprendre à lire avant la lettre, volet de Phonocolor qui s'adresse aux enseignantes qui accompagnent les élèves qui entrent dans la lecture-écriture. Donc merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un vrai honneur pour nous. Merci pour votre confiance. Donc, et comme j'ai eu la chance de participer dans ces Lesson Study avec vous, je propose de commencer par ce sujet. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer ou rappeler à nos auditrices, auditeurs quel est le sens, quel est le but de ce dispositif? Alors, les Lesson Studies, c'est un dispositif de collaboration à l'origine qu'avaient inventé les enseignants japonais à la fin du 19e siècle pour questionner, s'approprier des nouveaux moyens d'enseignement mathématiques. Et puis ce dispositif a été connu notamment lors des études internationales qui avaient montré la qualité de l'enseignement des mathématiques au Japon. Et puis il s'est disséminé petit à petit un peu partout dans le monde, et beaucoup aux États-Unis, en Asie, dans le nord de l'Europe aussi, en Angleterre, et puis à Lausanne, où une équipe de chercheurs a commencé à travailler avec ce type de dispositif. Alors l'idée, c'est qu'un collectif d'enseignants, avec un chercheur ou pas, avec un spécialiste ou pas, se réunissent autour d'une question qu'ils se posent. C'est-à-dire, j'arrive pas à enseigner tel objet, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ou bien, j'ai reçu ce nouveau moyen, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Et puis, ensemble, ils étudient un petit peu l'objet d'apprentissage, le savoir en jeu. Et puis, ils étudient aussi, ils planifient un moment d'enseignement qu'un d'entre eux va mettre en œuvre dans sa classe. Et c'est important, ce premier élément, c'est que celui qui met en œuvre dans sa classe la leçon, c'est pas lui, c'est pas sa leçon, c'est pas sa posture, c'est la leçon d'un groupe, les choix d'un groupe qu'il va mettre à l'épreuve dans sa classe. Donc c'est un premier intérêt, c'est qu'on n'est pas focalisé sur la personne, mais on est vraiment focalisé sur les choix que le collectif a fait et pour tester finalement l'impact sur les élèves. Les autres, en général, sont présents, ils observent ce qui se passe chez les élèves, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas une prestation, c'est
qu'est-ce que ça fait faire aux élèves quand on fait tel choix ou tel choix. Et puis, on est vraiment dans une démarche de recherche collective. Et après, on discute de ce qu'on a observé, et puis éventuellement, on améliore la leçon pour la tester une deuxième fois, ou on teste une autre version pour comparer dans une autre classe. Et toujours dans cet esprit collectif, on arrive petit à petit à dégager peut-être, non pas des leçons idéales, parce que c'est pas ça le but du processus, mais plutôt des points d'attention. Ah ben, quand on fait ça, on a vu qu'on enrôlait plus facilement les élèves, ou quand on faisait tel choix, c'était parfois plus difficile pour eux. Et ben, dans le cadre du travail qu'on a mené ensemble à Renan, l'idée c'était d'améliorer finalement un outil, un moyen d'enseignement, pour le rendre le plus proche possible de ce qui est faisable dans un contexte par des enseignants et ce qui est aussi utile par rapport aux apprentissages des élèves. Donc pour moi, c'est un dispositif que j'utilise énormément en formation et que j'utilise énormément dans mes recherches parce que je pense que c'est un dispositif très puissant pour articuler ce qu'on sait théoriquement avec un contexte, avec des praticiens, le questionner, le modeler, puis surtout l'ouvrir à des possibilités larges, quoi, variées et pragmatiques. En fait, je pense que quand on travaille avec ce dispositif, on répond, comme diraient les Québécois, à la fois à une pertinence scientifique, puisqu'il y a une assise derrière, notamment portée par les chercheurs, à une pertinence sociale, parce qu'on répond à des vrais problèmes du vrai terrain, et une pertinence pragmatique, puisque tout ce qu'on est en train de travailler est mis à l'épreuve avec les vrais enseignants, les vrais élèves. En fait, sa vraie puissance, c'est dans le fait de préserver les faces. Comme ce n'est pas le travail de la personne qui anime la leçon qui est jugée, voilà, ça aide à préserver les faces, ça aide aussi à égaliser les intelligences, comme il y a des fois des chercheurs, chercheuses et d'autres types d'experts, pour que les expériences variées soient focalisées dans le but d'améliorer la pratique. Ça c'est le côté fort, mais je me demande quand même, je trouve que pour entrer dans ce dispositif, il faut quand même faut déjà à la base avoir un certain courage de dire qu'il y a quelque chose que je veux améliorer. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. C'est déjà un courage pour l'avouer, et comme c'est tout le collectif qui participe, je me demande, est-ce que c'est a priori des collectifs plus forts qui entrent dedans ou pas forcément? Qui amène cette démarche? Alors on a un peu tous les cas de figure, hein. On a des groupes d'enseignants qui nous disent « Ah, on aimerait travailler… Alors moi je travaille avec le jeu par exemple, où on a fait des lesson studies sur les conceptual play worlds, qui nous disent « Ah ben j'ai découvert un dispositif mais j'ose pas me lancer, je sais pas comment, on est une équipe, est-ce que tu viens travailler avec nous ?» Ça c'est vraiment une entrée qui vient du terrain. Parfois on a des collectifs qui nous disent « On aimerait travailler un peu mais on sait pas trop sur quoi » et on prend beaucoup de temps pour discuter avec le collectif, mais c'est quoi les questions que vous vous posez, c'est quoi que vous auriez envie… Pas nécessairement en disant c'est quoi le problème que vous avez, mais c'est plutôt qu'est-ce que vous auriez envie d'essayer, qu'est-ce que vous auriez envie d'oser, que vous n'osez pas quand vous êtes seul. Et du coup, on met les enseignants dans une posture où même des fois ils osent des choses assez surprenantes, parce qu'on est en recherche, on n'est pas en performance, on est en processus. C'est vraiment le processus qui est essentiel. Puis parfois on arrive avec un outil, un moyen ou quelque chose qu'on a imaginé, puis on trouve une équipe d'enseignants qui sont d'accord de le mettre en question avec nous. Donc les portes d'entrée peuvent être un petit peu variées, mais c'est sûr que le démarrage, il doit être très bien soigné. Parce qu'il faut que dans le processus, tout le monde, que ce soit les enseignants, les chercheurs, les formateurs, on se sent tous intéressés par quelque chose qu'on a envie de comprendre ou qu'on a envie de questionner. Et ça, la construction du collectif, elle est essentielle. Oui, et quand on a fait ça, j'ai été attentive à votre manière d'amener à organiser justement ce début. Je le trouve aussi très très important. Notre expérience, après on a écrit dans l'article, on va mettre la référence. Et je me souviens quand je travaillais sur cet article, je cherchais tout ce que je pouvais trouver sur la lesson study. Et la chose que je n'ai pas trouvée, c'est vraiment une marche à suivre. Parce que oui, nous on a eu la chance de vous avoir et d'avoir été guidé par vous, et je souligne c'était très très fin dans les détails, dans les petits détails qui sont très importants.
Donc, est-ce que vous avez un ouvrage à conseiller? Parce que, en fait, la démarche en soi, elle est très simple. Et quelque part, un collectif d'enseignantes pourrait l'appliquer tout seul. Oui, S'organiser. ce serait le but. À terme, ce serait le but qu'on accompagne des groupes et que parfois ils fassent des bouts tout seuls parce qu'ils n'ont pas toujours besoin d'un chercheur. Exactement. Et donc, Oui. l'équipe avec laquelle on a fait ce processus même plusieurs fois, Oui. je suis assez certaine qu'elle est capable de le faire Oui, toute seule. elle-même. Oui. Mais si l'équipe veut faire d'elle-même, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de marche à suivre assez détaillée. Donc, il y a sur la lesson study. Donc, est-ce que vous pourriez révéler les secrets de cette organisation? Parce que je me souviens, votre présence, elle était très fine. Vous opposiez pas les choses et puis les choses s'organisaient. Comment vous avez fait ça? Alors, je ne pense pas que c'est une marche à suivre qui permettrait de faire ça, mais il y a, je pourrais vous fournir un ou deux ouvrages, mais souvent ils sont en anglais, hein, c'est aussi ça, sur ce qu'on peut faire ou sur le rôle du facilitateur. On avait même fait une formation pour faciliter, qui pourrait être mise sur pied s'il y avait du monde qui était intéressé, hein. Mais je pense qu'il y a des constantes. La constante, c'est vraiment l'idée que le problème, il est partagé, ou enfin le problème, la question, elle est partagée. L'autre constante, c'est qu'on va tester les choses dans le vrai monde. Et puis, idéalement, qu'on va regarder ce qui se passe chez les élèves. Ne nous intéresse pas la posture ou les qualités d'une personne enseignante, mais vraiment du côté des élèves. Et puis, il y a ce côté un peu itératif, qui aussi améliore la confiance, qui améliore aussi la prise de risque, hein, qui génère aussi des choses de ce type-là. Et puis, dans les constantes, il y a le fait qu'on essaye quand même de retenir quelque chose à la fin collectivement. Les Japonais, ils publient tout. Ils ont des tonnes et des tonnes de publications professionnelles de groupes d'enseignants qui font ça. Chez nous, c'est un peu plus délicat et puis je trouve toujours difficile de ne pas tomber dans la recherche d'une leçon idéale, parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le processus qu'on vit ensemble. Alors après, c'est l'expérience. J'en ai fait tout plein, et puis plus on en fait, plus on est à l'aise. Vous-même un petit guide. Moi, je pense que il y a des choses sur le facilitateur. Je peux vous donner des liens, hein. On oui, a un guide de facilitateur qui a été qu'on avait produit. Je peux vous donner le lien. Par exemple, il y a des petits détails que vous utilisiez. Par exemple, la leçon, elle est préparée ensemble. Et ensuite, il y a le tirage au sort. Tout le monde doit se préparer. Tout le monde doit être prêt, toutes les enseignantes, à donner cette leçon. Et c'est le matin, avant de donner la leçon, il y a un tirage au sort pour pas qu'il y ait un choix guidé. Ça, on le fait quand on a un groupe qui est très sûr. Souvent, on dit, on décide à la fin de la préparation pour que la personne qui va donner la leçon, elle ait quand même le temps de se projeter. Mais ce qui est important, c'est que tant qu'on est dans la préparation, on ne sait pas encore qui, quand c'est possible, parce que tout le monde doit se sentir concerné comme si c'était lui qui allait porter la leçon. Ça, c'est essentiel. Oui, et je pense que c'est important parce que ça réunit les gens autour de la question. Oui. Et en tout cas, dans les ouvrages que moi j'ai regardés quand j'ai préparé cet article, je ne suis pas tombée sur ces détails. Donc, moi, je pense que c'est intéressant. Mais bon, il y a une variété énorme, parce que ça s'adapte aussi aux cultures de l'école, Exactement. des établissements. Pardon. Justement, ça me fait penser à un parallèle du monde du développement logiciel et de l'agilité de manière générale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont inspirées justement du Japon. Toute la méthode qu'on appelle Kanban, qui a été développée par Toyota. Et on revoit qu'il y a un parallèle que je trouve très marquant, qui est le travail itératif, avec l'idée d'avancer par petits pas, avoir des erreurs, des retours, des boucles de feedback qui permettent de pouvoir construire ensemble et que le groupe, les décisions sont prises le plus tard possible. Ce que j'entends en disant que le groupe va avancer tous ensemble et à un moment il y en a un qui va être mis en avant, mais le plus tard possible. Et je trouve ça très très intéressant parce que ça permet de construire ensemble et d'avancer sous forme d'une équipe. Et je pense que le collectif d'enseignement, les collectifs d'enseignants qui se regroupent ensemble et qui avancent, je trouve ça vraiment très positif pour essayer de sortir les meilleures astuces, les meilleures techniques, les meilleures approches ensemble. Et je trouve que c'est vraiment une démarche que moi je trouve vraiment très positive. Ouais, moi, j'ai plus beaucoup envie de faire autrement parce qu'il y a vraiment une puissance du dispositif. Et puis, c'est ces deux choses. C'est un collectif, mais c'est des pratiques qu'on met en question. C'est pas des personnes.
Et ça, dans d'autres cultures, c'est difficile, parce qu'on n'est pas dans cette culture-là. On est dans la culture de la performance, de l'individu qui réussit ou pas, et avec tous les risques qu'il y a avec ça. Ça veut dire que quand l'individu réussit pas, c'est sa faute, c'est sa culpabilité. C'est aussi lourd, je trouve, pour nos enseignants, des fois, de leur faire porter ce côté individuel. Et là, on fait un pas de côté, et puis on ose prendre le risque d'essayer une leçon peut-être extrêmement innovante ou risquée, parce que si on se plante, c'est pas un individu qui s'est trompé, c'est un collectif qui a essayé quelque chose, et on en apprend quelque chose, tous. Et c'est vraiment pour ça que pour moi, c'est le processus qui est important, c'est le processus qui est... Alors peut-être que le secret, c'est aussi de ne pas avoir d'enjeu personnel dans cette histoire-là. Ça, c'est sûr. Je vais pas aller défendre une manière de faire, une manière de voir. Alors c'est encore plus facile quand j'accompagne un groupe dont c'est leur objet, parce que là j'ai une très très grande distance. Je pense que ça me rend encore plus flexible. C'est des fois un peu plus un travail sur soi quand c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais oui, c'est vraiment une culture, une conception finalement de l'enseignement et pas de l'enseignant, quoi. Ça, au Japon, c'est très fort. Au Japon, on considère qu'il y a des bons enseignements et des mauvais enseignements. Chez nous, on pense toujours qu'il y a des bons et des mauvais enseignants. Ça nous limite beaucoup dans nos possibilités et dans leurs possibilités. Ouais, parce que vous dites justement dans certaines cultures où il y a beaucoup de compétition, d'enjeux personnels, je trouve qu'il y a beaucoup de ces traits dans notre société d'aujourd'hui. Et d'où l'intérêt des démarches comme ça, qui créent d'autres types de liens, oui, d'autres types d'intérêts. Et puis, je trouve que c'est vraiment impressionnant dans cette démarche, c'est qu'il y a réellement des retombées formatives et de recherche aussi. C'est-à-dire que vraiment, ça va dans les deux sens. Et je ne sais pas lequel est le plus fort. Moi, en tout cas, j'étais impressionnée que chaque personne, de son point de vue, a pu apprendre quelque chose oui, d'intéressant. Je suppose que ça vous concerne aussi, vous. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette expérience avec cette équipe ? Mais je pense que c'est même plus petit que ça. Je crois qu'à chaque séance, à chaque leçon, j'apprends quelque chose. Je découvre quelque chose parce qu'on pose la question autrement. Parce que si je dois prendre un exemple comme ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Par exemple, je sais qu'une fois, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais c'est intéressant, la question du bruit partagé. Il y a eu une leçon particulièrement où ils faisaient tous des ateliers différents, mais tous avec le même texte, puisqu'on était dans la même histoire. Certains le lisaient, certains le jouaient, certains le dessinaient, enfin c'est égal. Et du coup, on avait un espèce de bruit de fond assez élevé, hein, où on entendait partout cette même histoire, mais pas au même moment, pas aux mêmes endroits. Et ça m'a fascinée parce que je me suis rendu compte que ça portait le groupe. C'est comme si c'était une aide à la concentration des enfants parce que le bruit les ramenait sur la même chose, mais à d'autres endroits. Et j'avais trouvé tellement fascinant comme les enfants avaient été portés par cette question-là. Je ne m'étais jamais posé la question dans ce sens-là. Et du coup, je me dis, ben là, j'aurais envie d'investiguer finalement quel est le type de bruit, d'environnement bruyant qui est propice à la concentration ou pas. Et voilà, c'est typiquement ce genre de choses. Je sors d'une séance, je rentre chez moi, je me dis chaque fois, ah ben j'ai appris quelque chose, ça mériterait la peine de... Toujours, ça m'est jamais arrivé de sortir d'une séance sans avoir ce genre d'insight, quoi. C'est fascinant. Ou une autre fois, c'était cette petite fille qui me lit le livre, mais ça c'était... Elle me demande si elle peut lire, elle me demande comme si elle pouvait, comme si elle savait pas. Puis elle se met face à moi, puis en fait, elle fait semblant de lire, entre guillemets, parce qu'elle suit quand même passablement, en tout cas en termes de sens littéracier et autres, mais elle le sait un peu par cœur, elle le sait par cœur, donc, et elle me lit l'histoire, et avec la posture du lecteur, et j'ai encore des frissons quand j'y pense, parce qu'on voit comme ça des micro-événements qui nous font comprendre ce qui se passe à un moment donné pour un enfant. Et quand on enseigne, on ne voit pas ça. Quand on enseigne, on a tout. Et ça, je pense que pour les enseignants aussi, c'est puissant. D'avoir une fois, de temps en temps dans leur carrière, l'opportunité de suivre un enfant,
de voir ce qui se passe dans un groupe, de vivre ses émotions, de comprendre ses processus. Quand on enseigne, on ne peut pas, on zappe de partout. Et ça, dans cette histoire-là, j'en ai eu plusieurs de ces événements qui m'ont dit « Ah, mais il se passe ça pour cet enfant ». Et puis aussi ce lien entre les sauts en termes d'apprentissage et les dimensions émotionnelles que ça génère, quoi. C'était exceptionnel. Et je trouve qu'on peut comprendre à la fois mieux l'enseignement, mais on comprend aussi mieux les processus d'apprentissage des enfants. C'est une manière de prendre du recul, d'avoir vraiment justement de se décentrer et puis de prendre les événements. L'enseignant enseigne qui doit prendre 1000 décisions. Exactement. À la minute, et nous, et puis nous, on est juste à côté en observateur actif, en disant voilà, on observe ce qui se passe. On peut prendre du recul par rapport à la démarche et à l'approche enseignante. Et on se centre sur l'enfant vraiment. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est en fait d'inviter les enseignants, les observateurs, enseignants, chercheurs, etc., à se centrer sur un ou plusieurs enfants pour avoir une fois accès à l'histoire d'une leçon du point de vue d'un enfant, ce qu'on n'a jamais quand on enseigne. Et même quand on fait des recherches classiques, souvent on prend l'ensemble de la classe. Et là, comme on est nombreux, j'adore la phase de débriefing où on raconte chacun ce qu'on a vu. Et en fait, c'est fascinant parce que je vais raconter ce que j'ai vu de l'histoire d'un enfant, le suivant va raconter l'histoire d'un autre enfant, d'un troisième enfant, etc. Et puis, ça transforme même ce que moi j'avais raconté parce qu'en fait, il y a des petits bouts d'infos que j'avais pas, qu'à un moment donné, à un autre endroit, il s'est passé autre chose. Et puis, on a une espèce d'enchaînement de récits individuels qui construisent un récit collectif avec une densité qu'une personne seule ne peut jamais avoir. Et du coup, c'est comme si on arrivait à reconstruire une leçon pour une classe avec des tas de dimensions auxquelles on ne peut pas avoir accès tout seul. Et ça fait comme un espèce de kaléidoscope et du coup, on comprend des choses qu'on ne pourrait pas comprendre tout seul, quoi. Ça me fascine chaque fois. Je crois que dans tous ces moments de débriefing, chaque fois, je me dis, mais puis t'avais pas vu ça, puis t'avais pas vu ça. Puis, ça me fascine chaque fois. C'est chaque fois une aventure. Oui, merci d'avoir formulé cette question du bruit de fond qui concentre. Je me reconnais dedans en tant qu'enseignante. Quand j'ai travaillé des poésies, et puis la classe était divisée en plusieurs groupes qui étaient en train d'apprendre pour performer tout de suite ensemble par groupe. Et quand tout le monde fait, il y a justement je reconnais, et puis je me souviens effectivement qu'il y a une très grande concentration, puis ça pousse à travailler parce qu'on entend que les autres travaillent la même chose, donc ça focalise réellement. Donc c'est une très bonne formulation. J'ai jamais pensé à vraiment, dire ça que focalise. C'est un bruit qui concentre. Oui, tout à fait, mais je me souviens, c'était effectivement très très fort. Ok. Super. Donc maintenant, je vais vous proposer quelques questions flash, questions courtes pour mieux vous connaître. Il faudra choisir un des deux termes, une des possibilités. Alors, redoubler ou avancer malgré les problèmes? Je ne peux pas choisir. C'est avancer en prenant en compte le problème. Ok. En fait, redoubler, que ce soit redoubler ou avancer, les deux n'ont aucun intérêt si on ne prend pas en compte le problème. Donc en fait, l'essentiel, c'est de prendre en compte le problème. Idéalement en avançant, parce que le redoublement a quand même des effets délétères. Si ce n'est pas possible autrement, en redoublant, mais toujours en prenant en compte le problème. C'est un faux, comment dire ça ? C'est un faux dilemme parce que la question c'est pas redoubler ou pas. La question c'est comment j'accompagne l'enfant qui a souvent problème, j'aime pas tellement difficulté non plus, mais qui a un défi particulier à surmonter et comment je l'accompagne dans le fait qu'il puisse surmonter ce défi sans qu'il refasse plein de choses qu'il n'a pas besoin ou qu'il soit noyé dans une classe où il est perdu parce qu'il n'a pas surmonté ce défi. Donc c'est vraiment pour moi c'est accompagner l'enfant en le permettant de surmonter les défis qui se présentent à lui. Super. Écouter une histoire ou raconter une histoire? Alors je pense que quand on écoute une histoire, je ne suis pas sage, j'obéis pas. Quand on écoute une histoire, je pense que si vraiment on entend une histoire, on se raconte une histoire. Et donc... entrer dans une histoire, c'est
faire son histoire, c'est se raconter l'histoire, c'est faire ses images. C'est pour ça que pour moi c'est important avec les tout petits qu'ils puissent vivre ces mondes imaginaires avant de pouvoir les construire dans leur tête. Et les vivre dans des jeux de faire semblant, mais les vivre aussi dans des histoires qu'on joue, qu'on ressent. Je bouge parce que vivre une histoire, c'est l'incorporer. Hein. Même adulte, ça m'arrive d'avoir une larme qui coule pendant que je lis un livre, ou de rire toute seule, ou d'être terriblement fâchée contre un héros. Puis mon mari me dit, mais pourquoi t'es fâchée? Mais je dis, mais il m'énerve. Mais en fait, je suis dans l'histoire. Et en fait, c'est cette capacité-là que les enfants aussi peuvent l'acquérir, peuvent mettre en route quand on leur lit une histoire pour se raconter une histoire. C'est la sienne, l'histoire, en fait. Merci. Apprentissage individuel ou apprentissage en groupe? Clairement, apprentissage collectif. En groupe, c'est pas parce qu'on est en groupe que c'est collectif. L'apprentissage est collectif, et d'ailleurs c'est la forme scolaire qui veut ça aussi, mais l'apprentissage doit être le fruit d'un collectif, le fruit de l'intérêt d'une hétérogénéité, parce qu'on peut apporter des choses les uns les autres, certains savent déjà des choses que d'autres ne savent pas encore. Il est aussi collectif parce que quand on est dans un collectif, on négocie le savoir. Le savoir, à un moment donné, on l'institutionnalise, mais il se négocie, c'est-à-dire que l'enfant doit comprendre que le savoir, c'est pas détenu par un enseignant qui veut qu'on se soumette à son autorité et qu'on répète ce qu'il a envie qu'on lui dise. Mais que le savoir, c'est un consensus qui fait qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut communiquer ensemble parce qu'on a des outils communs qu'on a construits ensemble. Il n'est pas aléatoire, mais il n'est pas imposé par un enseignant pour le plaisir de l'enseignant. J'ai rencontré plein d'enfants, et je pense que j'en ai même fait partie, qui ont pu penser à un moment donné que l'orthographe, c'était juste pour la maîtresse, juste pour embêter l'enfant. Et à un moment donné, quand on est dans une démarche collective, quand on construit collectivement les choses, on peut commencer à parler du sens et à parler du pourquoi on a besoin de la même orthographe, par exemple, si je reste là-dessus. Parce que si on veut travailler ensemble, si on veut communiquer, mais ça c'est dans un collectif. Et c'est à mon avis la puissance de l'école, sinon on n'a pas besoin de l'école, la puissance de l'école, c'est que la réunion d'un collectif hétérogène qui voit les choses de différentes manières, qui a compris certaines choses avant d'autres, mais qui à un moment donné collectivement se met d'accord pour adhérer à des outils culturels parce qu'ils ont compris cette question de l'importance des outils communs, quoi. Donc clairement pour moi l'enseignement c'est collectif, l'école c'est collectif et l'apprentissage encore plus. Je ne peux pas parler des leçon study mais c'est la même chose. C'est plus difficile d'être adulte ou d'être enfant? Ouf. Ça devrait être plus difficile d'être adulte parce que je pense qu'on devrait faire en sorte que ce ne soit pas difficile d'être enfant. Et je pense que c'est souvent difficile d'être enfant, mais que ce n'est pas parce qu'on est enfant, c'est parce que le contexte dans lequel on nous met rend la situation de l'enfant difficile. Alors, je suis une idéaliste, mais je pense qu'on devrait pouvoir penser des institutions, des contextes qui font en sorte que c'est pas difficile d'être enfant, mais que d'être enfant, c'est un plaisir, une curiosité, une envie de grandir, une envie de découvrir, une confiance, une prise de risque, enfin tous ces éléments-là, et que ça devrait pas être difficile d'être enfant. Par contre, adulte, c'est normal qu'il y ait des difficultés, il y a des prises de conscience, il y a des enjeux, il y a des responsabilités. Je pense qu'on devrait pouvoir mettre l'enfant dans des situations où on lui enlève ces dimensions de responsabilité, de l'enjeu financier, enfin réel, mais l'école doit être, en tout cas l'école devrait être un lieu protégé, un lieu clos dans lequel il est facile d'être un enfant. Je propose maintenant d'aborder le sujet des apprentissages fondamentaux. Il me semble que là tout à l'heure vous avez déjà évoqué au moins quelques-uns. Donc oui, je vais rebondir après, mais pour commencer, est-ce que vous pourriez de nouveau expliquer facilement ce que c'est, parce que c'est une chose difficilement saisissable. Donc, expliquer ou rappeler ce que c'est les apprentissages fondamentaux au degré primaire ou tout court, je ne sais pas. Alors, l'histoire des apprentissages fondamentaux en Suisse romande,
est né en Valais d'ailleurs, sur l'idée d'une directrice à un moment donné et d'un ensemble de formateurs didacticiens qui se sont dit mais attention, il ne faut pas qu'on oublie, il y a des choses spécifiques à apprendre quand on est petit, enfin au cycle 1, et qu'on a peut-être un petit peu oublié entre les plans d'études, les plans de formation, etc. Et donc ça s'est appelé apprentissages fondamentaux un peu par hasard. Ça nous pose problème parce que c'est souvent confondu avec les apprentissages fondamentaux à la française, lire, écrire, compter. Mais donc on a pris ce terme il s'est imposé, mais en se disant, on essaye de mettre derrière ce mot-là les choses que l'enfant, tous les apprentissages qu'un enfant devrait avoir, s'être approprié ou avoir construit pour devenir vraiment un élève. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet... Alors, on est parti dans l'autre sens, on s'est posé la question de qu'est-ce qui fait qu'un élève de 8 ans profite au maximum de sa scolarité, sait comment apprendre, sait comment se comporter dans un collectif, a mis en place des outils cognitifs, affectifs, métacognitifs qui lui permettent de réussir, pour essayer de déconstruire en se disant, si c'est ça, un élève qui réussit, comment on enseigne tout ça aux plus jeunes et aux élèves qui ont à construire ces choses-là. Et puis, on n'a pas de liste finie et déterminée, puisque voilà, on a quand même un certain nombre d'éléments qui ressortent très fortement dans la littérature, notamment le jeu de faire semblant, parce que on le considère comme un apprentissage, parce que l'enfant doit apprendre à jouer, à faire semblant, à imaginer, à entrer dans des mondes imaginaires, à jouer des rôles, à inventer des histoires, à négocier les histoires avec les autres, à faire appel à ses connaissances pour faire avancer ses histoires, etc. On l'a mis de manière assez centrale parce que quand un enfant sait jouer à faire semblant collectivement pendant des temps longs, on peut observer des développements qui apparaissent simultanément, comme des capacités d'autorégulation, de développement de l'imagination, mais aussi la capacité de penser les actions. On a parlé tout à l'heure des enfants qui écoutent une histoire. Se faire une histoire dans sa tête, c'est une conséquence d'avoir pu jouer des histoires, parce qu'on ne peut pas le faire directement dans sa tête. Donc toutes ces capacités-là, aussi les capacités métacognitives qui découlent de ce jeu, et puis aussi narratives, etc. Et puis on en a identifié d'autres. Alors le but, c'est pas de faire la liste, mais il y a vraiment des éléments qui font la différence entre les élèves qui ont des difficultés, les élèves qui ont compris les règles du jeu de l'école et qui ont construit les outils attendus par l'école. Je voulais justement rebondir sur vivre l'histoire. Je m'étais dit que ça devrait être un apprentissage fondamental. Et puis je pense aussi cette idée d'adhérer à la construction de la connaissance, d'adhérer à cette communauté. Je comprends à quel point c'est important, et puis étant sensible à ces questions-là, je m'observe des fois, et puis je vois clairement des moments où j'adhère pas, où j'entre pas dans l'histoire. Dans l'histoire, je dis dans le sens large. Ça peut être un film, une chanson, la musique, parce que je trouve que c'est très semblable à la musique, parce que la mélodie, c'est quelque chose qu'on accepte de suivre ou pas. Et donc si on n'a pas... Si on ne se laisse pas guider par la musique, on n'est pas entré, et puis ça ne nous plaît pas. Donc il y a quelque part... Et je me demande comment... Et en m'observant, je me dis, c'est une chose tellement fine et tellement compliquée. Comment est-ce qu'on peut... je dis, même pas enseigner, mais favoriser cette capacité à entrer dans l'histoire. Et si on voit carrément des enfants qui réussissent pas les apprentissages parce que tout simplement ils n'entrent pas dans l'histoire, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire en tant qu'enseignante ? Si je reviens au tout début, pour nous, un des apprentissages majeurs que doit faire l'enfant pendant son cycle 1, c'est d'apprendre à investir des apprentissages qu'il n'a pas choisis. Le tout petit choisit, c'est lui qui décide quand il marche, c'est lui qui décide quand il parle. Alors évidemment, il choisit parce qu'il a un environnement qui lui donne accès. Il ne choisit pas les choses qui tombent du ciel, mais il va... Et l'adulte va nourrir l'environnement et va soutenir quand l'enfant choisit. Quand il veut marcher, on va lui donner la main. Quand il commence à parler, on va lui répondre. Et puis à l'école, c'est pas ça qui se passe. Et pour moi, l'enjeu, c'est qu'un enfant qui apprend à marcher,
J'ai lu dans le temps l'autre jour qu'il tombait 2800 fois au moins. Hein. Donc un enfant qui apprend à marcher, il est sûr qu'il va y arriver. Puisque même s'il tombe, même s'il se fait mal, il recommence. Donc il a ce sentiment d'auto-efficacité personnelle qui est très fort. Il a aussi vu les intérêts de se mettre debout. Donc il a pu observer des adultes qui font des choses qu'il ne peut pas faire quand il n'est pas debout. Donc il a les motifs pour apprendre ces choses-là. Il persévère, il n'a pas peur de l'erreur. Enfin, tous les ingrédients sont là. Et l'enjeu, c'est comment ces capacités qu'a l'enfant, on arrive à les transférer dans des apprentissages qui sont imposés. Alors, pour moi, c'est un équilibre au début de la scolarité entre des moments où c'est l'enfant qui choisit, les activités qu'il initie. Alors, ça peut être du jeu, mais ça peut être aussi des apprentissages qui décident. Maîtresse, j'aimerais apprendre à, et qu'on lui donne cette place-là. Et puis, progressivement, des activités qui lui sont imposées par l'adulte. Entre deux, avec l'équipe, le Girafe avec lequel je travaille, on milite pour des activités intermédiaires qu'on appelle réunions, où on va, à partir de ce qu'un enfant a initié ou a joué, essayer de concerner le collectif dans comment on peut avancer dans le problème de cet enfant collectivement. C'est presque des mini-lesson study. Voilà. Et en fait, on l'entraîne, on lui apprend à s'intéresser d'abord sur des choses qui sont proches, sur des choses qu'il a vues, que son copain a effectuées. Et puis, on va travailler des petits collectifs comme ça où on apprend à se sentir concerné par la question de l'autre. Alors, en tant qu'enseignant, c'est une façon de questionner qui est très difficile à mettre en œuvre. C'est pas comment on va aider Jules à résoudre son problème de train qui ne roule pas. Non, c'est comment chacun d'entre nous, si on est en train de construire un train comme Jules, on pourrait s'en sortir et résoudre le problème. C'est cet enrôlement progressivement de chacun dans des choses qui ne les concernent pas. Et puis comme je disais pour le petit, il a envie de marcher parce qu'il a vu. Et par rapport à l'enseignement, je pense que ça pose toute la question de qu'est-ce que l'enfant a vu, de l'intérêt de ce qu'on est en train de lui apprendre. Ça va être un problème massif pour l'école ces prochaines années parce que à l'école, on apprend à faire usage d'un agenda, d'un calendrier, d'une carte, d'un plan, et les enfants ne voient plus ça dans leur vie quotidienne. Alors, est-ce qu'on modifie ce qu'on fait à l'école ou est-ce que l'école va rendre visibles ces outils? Parce que dans les familles d'enseignants ou dans les familles peut-être un peu plus favorisées, il y a un calendrier. Même si on a tout dans notre Natel pour avoir notre agenda, il y a quand même un calendrier parce qu'on sait que l'enfant, il a besoin de passer par cette visibilité. Mais ce n'est pas le cas de tous les enfants. Donc il y a cet enjeu. Moi, je reviens toujours à la marche et je me dis, mais finalement, c'est quoi les ingrédients qu'il y avait autour de la marche et comment je transfère ces ingrédients dans des situations? Alors, comment je donne accès au sens? Comment j'enrôle les enfants dans le fait qu'ils se sentent concernés? Mais aussi comment je montre à l'enfant dans les cas où il y arrive, en lui expliquant c'est ça, c'est comme tu as fait là dans ton jeu libre que tu as choisi, c'est exactement ça que je te demande aujourd'hui dans ce moment où tu n'as pas choisi. J'aimerais que tu fasses la même chose. Donc on valorise chez l'enfant les lieux où il y arrive et on l'aide à être conscient d'utiliser ces mêmes stratégies dans des situations imposées. Alors je donne plein d'idées comme ça, ça a l'air facile, c'est pas du tout facile. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut bien 4 ans pour construire des apprentissages fondamentaux. Et que ce n'est pas fini au bout des 4 ans et que ça va tenir si on le soutient après. J'ai l'impression que ce que vous dites, ça concerne aussi beaucoup les problèmes des enfants plus grands, des élèves plus grands. J'ai l'impression que c'est souvent la même chose. Ouais. Et puis, effectivement, d'ailleurs, par rapport à la marche, j'ai l'impression que souvent on oublie quel travail il y a derrière. Parce qu'il y a souvent des illusions qu'à marcher et à parler sa langue maternelle ou sa première langue, oui. C'est quelque chose qui est venu tout seul juste parce qu'on était dans l'entourage. On oublie le travail immense qu'il y a derrière. Oui. Typiquement, moi, ayant des enfants plurilangues, je sais quel travail c'est de maintenir les langues, de ne pas les mélanger. Et puis aussi, avec les chutes, effectivement, il y a des enfants qui tombent vraiment beaucoup et qui
font moins attention parce qu'ils ont besoin de voir les limites tout de suite. Oui. Et puis il y en a d'autres qui sont font plus plus- attention. Ouais. Et donc, on oublie souvent ce travail qu'il y a derrière. Et puis, par rapport aux outils qui sont plus visibles parce qu'ils sont tous dans le téléphone, je me dis aussi que pour l'orthographe, c'est un problème immense parce que d'un côté, nous, en tant qu'adultes, on est très assistés maintenant et on n'a même pas remarqué à quel point aujourd'hui on est assisté pour l'orthographe. Et donc, quelque part, je dois expliquer à mes enfants que à l'école, tu dois apprendre, après, tu vas être assisté. Mais là, tu dois apprendre. Et je ne peux pas non plus ne pas leur expliquer parce que c'est mon honnêteté par rapport à eux. De l'autre côté, je sais que si on n'apprend pas, on peut écrire une phrase d'une telle manière que même l'intelligence artificielle, elle ne comprend pas tout simplement ce qu'on veut. Et même si on dit à l'oral, parce qu'expliquer, c'est quelque chose de très difficile. Donc on est assisté, mais on doit quand même savoir... Enfin, c'est très utile pour les personnes qui savent bien expliquer ce qu'ils veulent. Et puis pour l'orthographe, le problème, il est immense. Et ouais, c'est difficile à expliquer l'utilité. Et quelque part, il y a toujours l'enjeu de sélection, oui, après. Et puis par rapport à l'orthographe, je voulais aussi dire, et puis par rapport à tous les types d'apprentissage qui sont facilités maintenant par l'intelligence artificielle, je sais que les écoles privées d'élite en tout cas, ils ont décidé qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il faut investir encore plus de force dans les apprentissages qui sont incorporés, qui sont dans nous. Donc, donc le message qu'ils donnent très clairement, c'est au contraire, à l'époque de l'intelligence artificielle, nos propres connaissances doivent être encore plus fortes. 100% convaincu, en fait, je pense que... Mais c'est l'histoire de l'humanité, alors ça s'accélère parce que les outils sont plus grands, mais il me semble que tous les outils d'aide, qu'on part du dictionnaire ou qu'on arrive à l'intelligence artificielle, sont toujours des bénéfices exponentiels par rapport à ce qu'on leur donne, quoi. Un dictionnaire chez quelqu'un qui ne sait pas chercher dans un dictionnaire, ça n'a aucun intérêt. Et moi, je suis assez inquiète par rapport à ça, en me disant, est-ce qu'on ne va pas recréer finalement, parce qu'on a eu une période dorée où on a essayé un petit peu de réduire les inégalités, ou en tout cas d'accéder, de donner la possibilité à tous les enfants d'accéder à la connaissance, ou à la connaissance minimale, et d'arriver à comprendre que c'est parce que j'ai pu passer par le... Incorporer, c'est vraiment ça. Moi, je pense que surtout l'enfant, mais même l'adulte, l'apprentissage, il passe par le corps. L'espace, il se construit dans le corps. On ne peut pas construire l'espace dans une tablette, sur une boîte. Le temps, il se construit dans le corps. La communication, enfin, on pourrait continuer comme ça. Et que finalement, l'utilité de l'outil, il est multiplié par ce que moi, j'arrive avec. Et puis, comme vous le disiez, de toute façon, demander... On l'a vécu avec Google. On demandait à Google, ceux qui trouvaient des choses chez Google, c'est ceux qui avaient déjà plein de connaissances. Et là, il y a un phénomène d'accélération et qui, je pense, ça questionne vraiment. Alors, je n'ai pas les réponses, hein, vraiment, je ne suis pas en train de donner une leçon, mais ça questionne vraiment la façon dont on va travailler avec les générations à venir pour leur donner une chance que ces outils soient à leur service et pas le contraire, quoi. C'est un vrai enjeu de société. Ça me fait penser à une anecdote par rapport à mon épouse qui me disait toujours ce qui différencie un informaticien d'un non-informaticien, c'est que l'informaticien il s'est cherché sur Google. Et c'est tout ce bagage-là, finalement, tous ces codes collectifs. Et je reviens à ça aussi par rapport à l'orthographe. Ouais. C'est un code collectif qui permet ensemble de communiquer de manière à, le maximum possible, d'éviter les quiproquos. Et l'orthographe, finalement, c'est cet outil-là, oui. Ces apprentissages fondamentaux, c'est aussi de construire un code social avec la société dans laquelle on vit, des codes sociaux qui peuvent être différents d'une société à l'autre, mais qui permettent collectivement d'aller ensemble dans la communication, l'échange et le dialogue. Et je pense que ça ressort beaucoup aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, où on crée un peu des silos, où on se retrouve un peu isolé en dialogue avec la machine, et en fait on s'isole socialement, et donc on perd ces codes collectifs dans l'expression, dans la manière de travailler, dans l'agenda qui permet ensemble de poser une date pour exactement. Un lieu, une date. C'est ça, qui est collectif. Et donc je pense que c'est la perte de ces outils, et que le sens, l'école doit justement travailler sur ce collectif,
recréer ce collectif en créant, en adaptant ces outils aussi pour que ce collectif perdure au-delà des outils et de la déshumanisation, j'ai presque envie de dire, des outils informatiques. Mais après, la frontière, elle est difficile parce que c'est pas être archaïque ou rêver de l'école de grand-papa, parce que c'est pas ça. Euh, c'est quelque chose à inventer qui est nouveau, parce qu'on doit pouvoir donner accès aux outils tels qu'ils existaient avant d'être dans la machine, mais on doit donner accès à des enfants qui n'en ont pas l'usage à côté, et dans l'optique que ça devienne... Je vais prendre l'exemple de l'agenda. Je me disais, on fait le calendrier qui est travaillé à l'école. On fait dire aux enfants, ou dans leur agenda, je note les devoirs, enfin un certain nombre de choses. Donc on fait usage de ces outils comme on le faisait il y a 20 ou 30 ans. Quand on prend son téléphone, son agenda électronique, on dicte déjà. Est-ce que tu pourrais marquer qu'à 14h jeudi, j'ai rendez-vous chez le médecin. Donc déjà, on ne l'inscrit pas, on le dicte. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir le formuler clairement. Si je ne donne pas la bonne date, la bonne heure, etc., ça ne sera pas au bon endroit. Donc il y a des enjeux de formulation. Après, quand je regarde les jeunes, parce que là je suis boomer sur ce plan-là, on va dire ça comme ça, moi, j'ai besoin de regarder régulièrement mon agenda pour voir l'ensemble de la semaine, puis me dire attention, la mardi, tac. Mes enfants, ils se mettent des rappels. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de regarder leur semaine. Ils mettent un rappel. Et ils décident très sciemment à quel moment mettre le rappel. 1 heure avant, quand il s'agit de faire un téléphone, mais 24 heures avant, quand il s'agit d'aller ailleurs, parce que je ne dois pas oublier que je dois prendre ma voiture ou le train le matin, etc. Donc il y a tout un travail intelligent dans l'organisation des rappels. Et je me disais, en fait, maintenant, quand on travaille le calendrier avec les enfants ou l'agenda avec les enfants le matin, peut-être qu'il faudrait qu'on intègre ces dimensions. Est-ce que je fais une petite croix pour dire quand est-ce que j'ai un rappel, ou pour que ce soit finalement les questions que se pose le bon usager de l'agenda électronique, qu'ils apprennent à se poser. Et du coup, on a un double décalage. À la fois, l'outil, c'est pas celui qu'il voit, mais à la fois, le type de question, c'est plus celui qu'on se pose. Et ça, c'est un gros boulot, et on doit le faire avec toutes les générations, parce qu'on a besoin les uns des autres pour comprendre ces choses-là. Et du coup, c'est pas garder l'école de grand-papa, c'est repenser vraiment l'enseignement de ces outils-là, quoi. Ok, merci beaucoup. Je propose de passer au sujet qui a déjà été plusieurs fois évoqué, au jeu. Donc pourquoi le jeu, il est important pour le développement de l'enfant, et quelle est la différence du jeu libre par rapport aux autres types de jeux? Alors, je parle pas tellement de jeu libre, je parlerai plutôt de jeu de faire semblant. On a utilisé ce terme-là longtemps. J'ai encore des écrits où c'est écrit comme ça. Mais de jeu de faire semblant ou de jeu imaginaire. En fait, l'enjeu dans le développement de l'enfant, c'est que le tout petit, il apprend en interagissant avec le monde. Il est vraiment dans tester ses possibilités, ses actions. Et c'est un peu le monde qui l'invite à agir. Il peut faire semblant, mais il va faire semblant, si on lui donne une tasse, il va faire semblant de boire. Donc il est très en réaction avec ce qu'il perçoit, avec ce qu'il vit. Et à un moment donné, son action sur le monde, elle ne lui suffit plus. Elle ne lui suffit plus, il veut lire comme un grand, il veut conduire comme un grand, il veut gronder comme un grand. Et donc il va, si on l'accompagne bien, être invité à entrer dans le faire semblant. Je ne peux pas conduire pour de vrai, mais je peux conduire pour de faux. Je ne peux pas lire pour de vrai, mais je peux lire pour de faux. Et dans ce processus, il y a un certain nombre d'étapes qu'il va apprendre. Par exemple, que c'est plus seulement la tasse qui lui dit qu'il faut boire, mais que lui, il peut avoir besoin d'une baguette magique, il n'en a pas, et hop, il trouve un objet qui lui permet de faire la baguette magique. Et ça, c'est révolutionnaire dans le développement de l'enfant. C'est plus le monde qui lui dit ce qu'il fait, c'est lui qui anticipe, qui décide et qui fait. Et puis après, ça va être avec lui-même. Il peut devenir quelqu'un d'autre. Il peut gronder comme une maîtresse, il peut piquer comme un méchant médecin, il peut habiter des rôles comme ça, et puis ça va l'entraîner avec le collectif. L'entraîner, ça ne se fait pas naturellement, ça se fait parce qu'il y a des adultes qui jouent avec, ou des plus grands qui jouent avec, qui montrent, et puis dans un monde idéal, à un moment donné, un collectif va rentrer dans des histoires incroyables qui durent, et ça va permettre tous ces développements-là. Ça veut dire que l'enfant va pouvoir commencer à penser sans agir,
Mais au début, il doit agir pour de faux. Donc en fait, il montre sa pensée quand il joue à faire semblant. Il va pouvoir commencer à anticiper des choses, il va pouvoir commencer à négocier avec d'autres, il va pouvoir commencer aussi à comprendre l'intérêt de ce qu'il est en train d'apprendre. Parce que un des intérêts de jouer à faire semblant, c'est que je peux faire des choses même si je ne maîtrise pas. Je peux conduire une fusée, alors que dans la vraie vie, je ne peux pas. Mais je peux faire semblant d'écrire un message, même si je ne sais pas écrire. Et donc, je peux entrer dans le sens de tout ce que je vais apprendre parce que je n'ai pas besoin de la maîtrise technique, parce que c'est pour de faux. Et donc, si tout se passe bien, ça va être un levier, si tout se passe bien et que c'est accompagné, ça va être un levier de la motivation à apprendre la technique. Parce qu'à un moment donné, je ne veux plus que mon message soit pour de faux, je veux qu'on le lise pour de vrai. Donc, je vais réclamer à apprendre à l'écrire correctement. Et puis, c'est tout cet enchaînement qui fait que si tout se passe bien, à un moment donné, quand le jeu est bien en place, l'envie d'apprendre, elle arrive aussi avec. Et puis, c'est aussi parce que ça permet un certain nombre de développements majeurs, comme l'imagination, l'autorégulation, des choses comme ça, que c'est une activité importante. Et puis, je dirais, en dernier, c'est parce que c'est le lieu, c'est la façon qu'a l'enfant d'essayer de comprendre ce qu'il est en train d'apprendre. Moi, je compare ça à l'écriture chez moi adulte. À un moment donné, quand je dois réfléchir, j'écris. Cette écriture me permet de réfléchir. Chez l'enfant, l'outil privilégié, c'est ce jeu de faire semblant. Il va jouer des émotions fortes, il va jouer des choses. C'est pour ça que malheureusement, quand il y a des guerres, il y a plus de jeux de guerre à l'école. Mais c'est aussi pour ça que quand Crédit Suisse a eu des problèmes, on a vu plein de banques dans les classes. Il va jouer les choses qui se passent, il va jouer d'abord le monde social pour essayer de comprendre. Ça fait quoi de gronder, ça fait quoi de vivre certaines choses, et puis il va faire progressivement la même chose avec le reste. Il va tester son langage, son vocabulaire, ça fait quoi quand j'emploie ce mot-là. Il va tester aussi, ça fait quoi quand je fais semblant de lire. Ça fait quoi l'impact sur les autres quand je leur raconte moi l'histoire en lisant. Il va pouvoir s'approprier tout ce qu'il est en train de découvrir et de comprendre sans risque. Parce qu'en plus c'est pour de faux. Et donc c'est une activité essentielle pour son développement et pour ses apprentissages. Mais c'est aussi une activité qui n'a d'intérêt que s'il y a de la nourriture autour. Puisqu'il ne joue que ce dont il a l'expérience. Donc plus il a de l'expérience, plus il a des connaissances, plus il connaît des histoires, plus son jeu va être le lieu d'un réinvestissement intéressant. Donc pour moi, c'est l'activité centrale, mais ce n'est pas l'activité unique. C'est l'activité révélatrice ou condensatrice de ce qui se passe autour. Et quand on les observe, on se dit, bah, tiens, ils sont prêts pour apprendre ça. Ou bien, on pourrait leur lire des histoires, parce que là, ça patine. Ou bien ils ont compris telle chose de telle manière. Enfin, c'est un lieu de révélation incroyable. J'ai deux questions. Comment, en étant compte de l'importance de ce que vous avez dit, comment l'enseignante, qui a des programmes scolaires chargés, comment est-ce qu'elle peut vraiment organiser ça dans la classe? Comment les parents peuvent organiser ça? Comment le favoriser? J'ai l'impression que les deux sont difficiles, même à la maison. Alors, du côté de la maison, peut-être que la difficulté, c'est que on joue parce qu'on apprend à jouer avec d'autres, avec des plus grands. On joue parce qu'on s'ennuie. On invente parce qu'il manque des choses. Et c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement parce que les enfants jouaient très nombreux dehors, après l'école, pendant des heures, avec rien. Et puis on apprenait à jouer parce que le plus grand nous donnait des ordres. Et puis on était le chien ou le bébé pendant quelques années. Puis après, en grandissant, on se vengeait sur le petit frère qui devenait le chien ou le bébé. Enfin, en fait, on a eu l'impression que c'était naturel parce que ça se transmettait comme ça. Alors, à la maison, c'est compliqué parce que si l'enfant a tout, si l'enfant ne s'ennuie jamais, si tous les jouets qu'il a sont clos, ou si son temps est tout le temps rempli, que ce soit avec des écrans ou des activités parascolaires, le problème est le même. S'il n'y a pas de l'ennui, s'il n'y a pas d'autres enfants, alors là, c'est difficile. Alors, à la maison, moi, je dirais, on sort, on va au parc, on joue avec d'autres. Quand un enfant nous dit « Maman, je m'ennuie », on dit « Super !» Ah, moi, je suis toujours contente. Et puis à l'école, c'est autre chose. À l'école, je pense que on est dans une situation particulière en Suisse romande, parce que en Suisse allemande, déjà, les 2 premières années d'école, on ne fait que jouer. Au Japon, jusqu'à 7 ans, on ne fait que jouer. Dans les pays du Nord, jusqu'à 7 ans, on ne fait que jouer. On ne fait que jouer, mais un jeu
l'adulte, il participe au jeu. Il lance des défis, il propose des solutions, des pistes, on s'arrête de jouer, on en parle. Un jeu à l'école, la particularité du jeu à l'école, c'est qu'on le nourrit avec d'autres intentions que le jeu à la maison. On va rajouter du matériel, on va enlever du matériel, on va prendre un rôle, on va peut-être embarquer les enfants dans une histoire pour la jouer tous ensemble. On a d'autres intentions. Mais du coup, le programme, il se fait dans ce moment de jeu, le programme, mais pas les activités des moyens d'enseignants. Et quand les enseignants disent « j'ai pas le temps de faire le programme », ils disent implicitement « j'ai pas le temps de faire toutes les activités qu'on m'a dit de faire ». Mais en réalité, si on revient au programme, les objectifs principaux du programme, ils sont tous potentiellement travaillables aussi dans le jeu, aussi je dis bien, et dans des allers-retours avec hors du jeu et dans le jeu. Pour ça, le problème, c'est qu'il faudrait que nos plans d'études, le plan d'études roman est le seul plan d'études à ma connaissance dans le monde entier. Je ne connais pas tous les plans d'études, mais j'en ai exploré vraiment. C'est le seul qui n'a pas mis le jeu au centre de l'enseignement. Même en France, où c'est très scolarisant, le jeu est quand même indiqué dans le plan d'études comme central. C'est un oubli. Ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est un oubli. C'est la façon dont ça s'est construit qui a fait ça. Donc, du moment qu'il n'est pas dans le plan d'études, il a très vite disparu des classes. Nos enseignants sont formés 1-8. Donc, les spécificités des petits degrés ont été absentes longtemps des cursus de formation. Ils y viennent petit à petit un tout petit peu. Donc, pas de prescrit, peu de formation. Donc, peut-être un manque de compréhension de tout ce qui est possible et qui se joue dans le jeu. Parce que si on n'a pas compris ces choses-là, on a l'impression qu'on perd du temps. Souvent, le jeu est considéré comme récréatif, comme une récompense. Et puis justement, cette injonction à faire plein de choses. Et on est dans un moment, je pense qu'on peut qualifier de crise sur les premiers degrés, puisque les enseignants 1, 2, 3 appellent au secours, les pédiatres appellent au secours. Donc, il y a quelque chose à réfléchir et à réfléchir la place, le rôle du jeu à l'école, qui n'est pas tout à fait le même de celui de la maison. Et le drame, c'est que plus les enfants ont besoin de jouer, moins ils jouent parce qu'ils ont du retard dans leurs apprentissages. Et on laisse jouer ceux qui ont terminé leur travail. Donc plus ils en ont besoin, moins on le leur offre. Donc plus les difficultés s'aggravent, d'une part. Et puis d'autre part, peut-être encore plus grave, c'est qu'on offre le jeu comme une récompense. Et quand on offre le jeu comme une récompense, on met dans la tête de l'enfant que les autres activités sont des punitions. Et or, si on arrivait à présenter le jeu comme une des activités de l'école, le collectif une autre, l'entraînement individuel une autre, toutes des activités qui sont toutes des activités d'apprentissage et qui sont toutes des récompenses. Là, peut-être qu'on arriverait à faire bouger les choses, mais actuellement, ça bouge. Ça bouge dans les cantons, ça a beaucoup bougé. Il y a des outils de mise en place du jeu qu'on a produits au mois de juin qui sont à disposition des enseignants. Il y a des tas de choses qui bougent. La conscience, la prise de conscience, elle est faite. Mais je pense que le point principal, c'est de comprendre ce qui se joue pour l'enfant à ce moment-là. Et du coup, de comprendre ce que je peux faire, moi, adulte, à ce moment-là, en rejoignant l'enfant. J'ai pensé à une citation, je crois que de Einstein, mais je ne suis pas sûre, c'est peut-être une fausse citation de Einstein, que la composition de l'atome est un jeu d'enfant à côté de la complexité du jeu d'enfant. Je ne sais pas si c'est lui, mais elle me plaît bien. Je suis pas sûre, ouais. Elle me plaît bien parce que c'est ça. C'est ça. La physique quantique, elle est plus facile que la complexité du jeu d'enfant. Je ne suis pas sûre non plus que c'est de lui. Voilà, mais je pense que l'idée derrière, elle est assez correcte. C'est extrêmement complexe parce qu'en plus, on négocie avec d'autres. Donc, on apprend à s'ajuster à d'autres. On doit communiquer pour négocier. On a besoin du langage parce que sans langage, votre crayon n'est pas une baguette. Il faut que je le dise que c'est une baguette, sinon on ne peut pas s'entendre. On a besoin de se projeter. On peut tester différentes variations. Pour moi, les Lesson Studies, c'est une forme de jeu de faire semblant. C'est peut-être pour ça que je m'y retrouve très bien. On teste des choses, on essaye des choses, on a droit à l'erreur, on peut revenir, on peut refaire autrement. C'est vraiment une modalité. Alors après, je pense qu'elle demeure, mais elle est dans notre tête. En tant qu'adulte, c'est devenu un outil. Si on a eu la chance de pouvoir le développer, je pense que moi, dans ma tête, je joue à faire semblant tout le temps.
Et puis si je faisais comme ça, puis si j'avais fait comme ça, puis si je lui avais dit ça, et puis si je me présente comme ça, puis si je m'habille comme... Je suis tout le temps, le « et si », c'est du jeu de faire semblant permanent. Je pense que dans notre société, il y a une dévalorisation de la notion du jeu. Peut-être c'est arrivé à cause des jeux vidéo, quand on s'est rendu compte qu'il y a des effets néfastes. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une dévalorisation. Le jeu, c'est juste le plaisir. Le jeu, c'est juste pour les enfants. Tandis que moi, je trouve que c'est central. Enfin, moi, je perçois maintenant le monde. Moi, je trouve que le langage, c'est le jeu. Sérieusement, tout le langage. La musique, dans tout son volume, complexité, c'est un jeu. Écouter une histoire, voilà, les histoires, et puis on sait que l'humain est très attaché aux histoires, c'est un jeu. Donc moi, j'ai l'impression, voilà, les sciences, c'est aussi des jeux. C'est un jeu, les problèmes mathématiques, c'est un jeu. J'ai l'impression que tout est un jeu, mais il faut vraiment le saisir, il faut le comprendre dans sa vraie dimension. On a associé jeu à récréatif, plaisir, gratuité. Oui, ouais. Mais ça reste, quand on joue à résoudre un problème, on retrouve le plaisir, la gratuité, on retrouve ces dimensions-là, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire la flexibilité, l'ouverture, la remise en question, la négociation, tout ça, tous ces ingrédients qui sont les ingrédients du jeu et de sa complexité. Et je pense que c'est un outil. Vygotsky disait que l'imagination de l'adolescent, c'est le jeu sans l'action. Donc on continue à jouer, mais on ne joue plus le faire semblant. Il devient... Mais il faut. Oui, mais il devient... Mais on le joue. On le joue quand même déjà. Oui. On est face à face, Exactement. on a un rôle chacune. Exactement. Si on se voit maintenant à une fête de fin d'année à boire un verre, on n'a pas le même rôle. On interagit différemment. Donc on est tout le temps dans ce genre de compétences. Et même l'apprentissage, on a dit tout à l'heure, adhérer à la construction de la connaissance, et puis le défi dans les apprentissages. Moi, j'ai l'impression qu'il manque cette dimension, parce qu'il faut... En fait, on est arrivé à la situation où, à cause de la sélection, qui s'opère déjà à l'école, il y a la menace qui pousse, qui motive à apprendre. Et ça, c'est très mauvais, parce qu'on sait que le stress, il détruit l'apprentissage, et pas seulement. Le stress, il détruit tout. Par contre, le défi, c'est jouer à réussir quelque chose, à apprendre quelque chose, à jouer, à faire semblant d'être... Moi, je me souviens, quand on a travaillé avec le PFL, on avait une collaboration, et puis je devais écrire un descriptif de ce qu'on voulait faire pour qu'il soit attractif pour les étudiants de l'EPFL. Donc, c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire. Et puis, j'avais quelques exemples. Et en anglais, en plus, je devais le faire. Et je m'étais dit, OK, c'est sûr que je ne sais pas faire des descriptifs comme ça. C'est un constat honnête. Je ne sais pas le faire. Et je m'étais dit, OK, c'est sûr que je ne sais pas le faire. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus pour la face. Je vais maintenant essayer de faire semblant, jouer à la personne qui sait faire des comme ça. Et là, c'était parfait, ça a tout de suite passé. Enfin, tout le monde a accepté. Ça libère parce qu'on Exactement. On a droit à l'erreur, c'est pas pour de vrai. Et puis depuis, j'ai toujours donné cet exemple à mes étudiants en disant que, parce qu'il y a des situations où ils disent « Non, mais ça, c'est trop, moi, je suis pas capable de le faire. » Moi, j'ai dit « D'accord, vous faites ce constat et c'est à partir de ce constat que vous pouvez dire, vous pouvez acquérir de la liberté, vous faites semblant d'être une personne, par rapport à vous-même en fait, vous faites semblant d'être une personne qui sait faire ça. Et pour qui c'est facile. Et puis ça marche. J'ai vu, le plus fort que j'ai vu, c'était une étudiante qui avait fait un mémoire l'année de la mature, gymnase, avec des tout grands, puis elle avait fait un truc assez intéressant, enfin je sais pas s'il y avait des rôles, etc. À un moment donné, les élèves se retrouvaient dans le rôle un peu de l'enseignant qui devait critiquer une critique littéraire. Mais ils étaient assis à la chaise de l'enseignant quand il faisait. Puis elle nous présente son mémoire, puis elle nous montre le beau jeune homme à l'aise qui fait sa critique et tout. Puis elle réussit son mémoire, ferme la porte, puis je lui dis, mais bon, je comprends, on défend un mémoire, on met le bon élève en avant. Ils avaient tous ce niveau-là, puis elle me regarde, les bras tombés comme ça, puis elle me dit, mais ah ben non, c'est celui qui est en difficulté. Puis elle réalise à ce moment-là, en difficulté justement d'expression orale, brillantissime le gamin. En fait,
la chaise de la maîtresse, et c'est bon, il a adopté le langage. Et il y a beaucoup d'enfants en difficulté qui ne savent pas, mais c'est l'éternelle histoire de la rédaction qu'on te dit raconte tes vacances, et puis tu racontes tes vacances, puis on te compte les fautes d'orthographe. Et il y a des élèves qui ont compris que je raconte n'importe quelle vacances, mais je raconte celles que je sais écrire. On est tout le temps dans ces choses-là. Et ça devrait s'enseigner, ce genre de choses. Ou alors avoir plusieurs types d'activités. Là, je travaille avec un manuel qui travaille la production écrite. Et puis là j'ai assez large parce que c'est pour les enfants bilingues. Et puis elle travaille la créativité. Elle commence d'abord avec des listes, ensuite avec des petites listes avec des phrases comme la journée, etc. Et puis en programme de cirque, voilà. Et puis peu à peu, elle pousse les enfants à développer de plus en plus une sorte d'une histoire imaginaire, donc développer cette créativité. Et puis là, elle conseille de ne pas se concentrer sur les erreurs d'orthographe, de ne pas, dans ces activités-là, de ne pas compter les erreurs d'orthographe, parce que l'enfant, elle ne peut pas se concentrer sur les deux à la fois, et puis justement, ça peut bloquer la créativité parce qu'on va écrire ce qu'on sait écrire et ne pas développer la pensée. Ouais, on est tout le temps, mais à l'école, on est tout le temps dans ces tensions un petit peu. Mais le problème, c'est quel motif à apprendre on essaye de développer chez les enfants. Est-ce qu'on développe le motif de réussir ? Alors la sélection, elle joue un rôle massif là-dedans. Tant qu'il y a une sélection, on ne peut pas empêcher les enfants et leurs parents d'avoir comme souci d'essayer d'obtenir le mieux pour leur enfant. Donc évidemment, la sélection, elle prend le dessus sur plein d'autres choses. Il y a pas mal de systèmes qui ont enlevé tout ça pour essayer de revenir. Le Japon vient d'enlever les tests et les notes jusqu'à 16 ans au profit d'une entrée dans le projet d'apprendre et dans la progression, parce qu'ils se sont rendus compte que ça cassait les progressions d'apprentissage, quoi. Alors après, c'est culturel, on ne peut pas faire la même chose partout, on ne peut pas juste importer, on doit prendre en compte le milieu dans lequel on est, mais c'est clair que on rêverait tous d'enfants qui apprennent l'orthographe parce qu'ils veulent être compris par celui à qui ils écrivent et pas pour avoir une bonne note à la dictée. Alors, le français, c'est pas sympa pour ça parce que ça marche des fois que ça a du sens, puis des fois ça n'a pas de sens quand même. Donc, Mais là, vous avez dit développer des motivations d'apprendre. Est-ce qu'on peut développer des motivations d'apprendre ? Des motifs, je dis. Des motifs. Plus que des motivations, c'est des raisons. Okay. Comment est-ce qu'on pourrait développer des motifs ? Je reviens à mon petit qui apprend à marcher. Ce qui lui donne envie de faire les efforts nécessaires, c'est d'avoir mesuré l'intérêt de ce qu'il pourra faire quand il saura marcher tout seul. À un moment donné, il parle parce qu'il se rend compte que s'il parle, il obtient des choses. Et je pense qu'on n'y arrive pas toujours, mais idéalement, c'est comment je montre, moi, aux enfants qui sont autour de moi, ce que je gagne à avoir appris ce que j'ai appris. Qu'est-ce que ça me permet de faire ? Qu'est-ce que ça me permet de penser ? Qu'est-ce que ça me permet de communiquer ? Comment je suis plus grand, plus fort, en ayant cet outil-là qu'en l'ayant pas ? On n'y arrive pas tout le temps, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur ces outils. Si je veux que les enfants utilisent leur agenda autrement que pour le remplir puis le donner à maman, au papa qui va le relire, mais que je veux qu'ils apprennent à organiser leur temps, à anticiper leur temps, etc., ce que devrait être un agenda. Et puis que moi, je leur dis, mais moi, j'ai pas un agenda, j'ai tout dans la tête. Non, il va falloir que je leur montre que quand moi, j'utilise un agenda, je le maîtrise et je peux faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire encore parce qu'ils ne le maîtrisent pas. Et c'est tout cet enjeu de leur montrer tout ça, quoi. Et donc ça, ce serait le conseil pour les parents de ce qu'ils peuvent réellement faire. Rendre visible ce qu'ils font, pas avoir peur de parler ce qu'ils font, les questions. Comment je vais faire pour me rappeler que il n'y a plus de lait, puis que demain, comment on pourrait faire ? Au début, l'enfant, il ne dira rien, mais à un moment donné, s'il entend des parents, je vais le noter sur sur ma liste de courses, il a vu ça, il a vu faire ça tout le temps, c'est sûr qu'il va commencer à jouer, il va vous dire, mais il faut que je le note sur ma liste de courses. Puis à un moment donné, mais pour que ma liste de courses, elle soit efficace, il faut que les autres puissent me relire, parce que c'est pas moi qui fais les courses, j'aimerais que ce soit mon mari qui fasse les courses. Donc si j'écris pas, c'est tous ces éléments-là. Alors évidemment, plus on imbibe les enfants, plus on leur donne accès à ça, plus ça va les aider. Est-ce que ça marche toujours si ces activités sont sur le téléphone ? Parce que si l'agenda est sur le téléphone, liste de courses pour transmettre à une personne...
En Est-ce tant qu'il que faut le montrer, maman pas ou que montrer? grand-maman Ouais. maintenant, je ferai les deux. Ça veut dire que j'aurai des outils papier avec mes enfants. Je mettrai un agenda familial ou un calendrier pour rendre visible, pour pouvoir toucher, compter les jours, parce que ça passe par le corps. Et si j'ai un outil électronique aussi, peut-être que je ferai attention de le dire à l'enfant. Je prends mon téléphone et je dis à mon téléphone de me rappeler demain que j'ai un rendez-vous après-demain, parce que comme ça, mon téléphone, il garde la mémoire pour moi, et puis il va me redire, comme ça, j'oublie pas. J'essaierai de verbaliser tout ce processus que fait le téléphone et qui ne se voit pas. De dire pourquoi je fais ça et qu'est-ce que le téléphone fait pour moi, finalement. Là, j'ai trouvé, enfin, il y a une collègue qui m'a demandé de tester un tout petit peu plus les fonctions vocales des intelligences artificielles pour s'entraîner, pour que les enfants s'entraînent. Voilà, il y a ce voc, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut poser des questions, entraîner. Et donc, on a commencé à entraîner ça avec les enfants. Et ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, il faut bien formuler ce qu'on veut, parce que pour l'instant, on a de la difficulté à expliquer à l'intelligence artificielle ce qu'elle doit faire. Typiquement, j'ai proposé à ma fille, non, je lui ai dit que voilà, moi je vais te dicter un mot lettre par lettre, et puis toi tu écris la lettre. Et puis ça marchait pas. Donc il n'entrait pas dans ce jeu. Donc, mais voilà, on a fait plusieurs tentatives, on a expliqué, réexpliqué. Donc je me suis dit, au moins on a déjà fait cette activité. Puis j'ai vu que aussi il y a cet avantage-là d'essayer de bien expliquer, et quand on voit que ça ne marche pas, d'essayer d'expliquer autrement, et peut-être ça va marcher. Et puis il y a l'autre avantage, c'est que mes enfants, quand ils parlent à l'intelligence artificielle, ils sont obligés de mieux articuler. Oui. Voilà, et ça c'est bénéfique, parce que pendant qu'ils font, voilà, au moins déjà ça. Mais on pourrait peut-être s'amuser à jouer à la machine. Il y avait à Bâle ou à Saint-Gall, il y avait des chercheuses qui avaient déjà fait des choses assez sympas. Elles imaginaient avec les enfants, ils imaginaient une app, mais après ils jouaient l'app, parce que c'était pas un vrai, enfin c'était débranché. Alors évidemment, ils imaginent une app qui apporte la glace. Quand je lui demande une glace au citron, elle arrive. Alors après on va jouer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle va faire là? Elle va peut-être téléphoner au magasin, préparer la glace, livrer la glace. Et on pourrait peut-être avec les enfants utiliser quand je dis à Siri, rappelle-moi demain que j'ai un rendez-vous chez le dentiste le 22 à 15h, qu'est-ce qu'elle fait la machine? On pourrait le déplier, puis on dit, maintenant, toi t'es Siri, tu fais quoi? J'ouvre mon calendrier, je regarde c'est quoi demain, puis après je regarde le 22 à 10h, c'est où? Je marque, je mémorise. Peut-être qu'on pourrait déplier ces outils-là. Ça serait assez ludique. Ça me fait penser à typiquement un langage de programmation qui s'appelle Scratch, qui est très visuel, où on construit justement ces blocs pour justement déplier la logique des opérations successives qui permettent de se l'approprier. Il y a des petits outils avec mes enfants, on a testé un chat, où on doit programmer le chemin dessus avec des flèches. On clique dessus, puis on doit faire tout le chemin, puis après il se déplace, puis il a des obstacles à venir chercher pour justement déplier la logique du robot aspirateur qui va à tel endroit. Dire en fait, il y a une succession de commandes, il y a une succession d'opérations pour arriver à un résultat. Je trouve qu'il y a pas mal d'outils comme ça par rapport à l'espace ou par rapport à la projection dans l'espace, qui est logique avec les petits. Mais peut-être qu'on devrait jouer. L'idée de l'agenda, ça me vient maintenant, mais je me dis en fait, ce serait amusant de se dire, oui, parce qu'ils vont nous dire, mais j'ai pas besoin de l'agenda puisque maman elle dicte à Siri. Oui, mais alors maintenant il faut que tu comprennes, tu es Siri, qu'est-ce que tu fais? On pourrait avoir des choses, parce que si on leur donne pas accès à ce chemin-là, ces outils leur serviront à rien. On peut pas les utiliser. Une boîte noire on sait pas et puis même on lui donne pas l'info. Donc si on lui donne pas la bonne info, il nous aide plus. D'ailleurs, on remarque, je me suis beaucoup aussi intéressé au niveau de l'informatique, on remarque que les enfants, qu'à l'heure actuelle, il y a une génération un peu, j'ai envie de dire aussi, revenir à cette génération dorée, où en fait on a dû commencer à s'approprier les outils, à devoir travailler, à y réfléchir, et puis que maintenant les interfaces se sont énormément simplifiées, et qu'il y a une sorte de perte de compétences
vis-à-vis de la machine, Je vois bien parce ça. que, Ouais. en fait, elle fait tout automatiquement. Quand Siri, on lui dit, Oui. une reconnaissance vocale, on lui dit qu'il doit faire une opération, on a perdu toute la logique qu'il y avait derrière. Et que ceux qui ont connu les débuts de l'informatique, ils ont dû apprendre cette logique, ils ont dû le faire à la main à un moment ou à un autre, et puis en fait ils ont automatisé ça parce que c'était plus facile de le faire. Mais ceux qui arrivent maintenant, ça paraît logique. Peut-être qu'on refasse le chemin à Et il l'envers. faudrait d'une certaine manière dans l'enseignement refaire le chemin inverse. Et pour des cours d'informatique que j'ai donnés, souvent je recommençais bêtement au papier à reconstruire de la matérialité autour de ces informations-là. Et puis ensuite on dit, maintenant qu'on a matérialisé les choses, comment on le transforme numériquement pour pouvoir le manipuler beaucoup plus aisément. Et c'est cette transition-là, je pense, elle est importante pour revenir à ça. Est-ce que c'était d'ailleurs, genre, c'était tout bizarre que j'arrive avec mes bouts de papier en disant, regardez, ça c'est une lettre de motivation, puis c'est des bouts de papier. Mais pourquoi ? Parce que ça va redonner la logique que le moment où vous allez vous retrouver devant une feuille blanche, vous allez vous rappeler des blocs qui sont là. Et parce que vous n'êtes plus devant cette feuille blanche où on ne sait pas comment on fait les choses, devant un écran qui clignote et le curseur qui dit « Vas-y, tape quelque chose ». Et puis, encore une question à vous en tant que spécialiste du jeu. Le jeu éducatif ou le jeu sérieux, qu'est-ce que vous en diriez ? Est-ce que ça existe ? Parce que moi, je commence à avoir des doutes. Ou est-ce que c'est la ludification seulement qui a du sens ? Moi, je trouve que c'est extrêmement complexe parce que, bien sûr que ça existe, mais ce que j'aime dans le jeu de faire semblant et qui paraîtrait important à reprendre dans d'autres activités de jeu dits sérieux, c'est que c'est la raison pour laquelle j'entre dans le jeu. Je rentre dans le jeu, j'ai envie de jouer, à un moment donné, je prends un rôle, j'avance dans mon rôle, et dans un jeu sérieux, ça devrait être la même chose. Et la frontière entre j'emballe de manière ludique pour pas que je me rende compte que je suis en train d'apprendre. Puis en fait, je suis complètement ailleurs. Je fais des choses, mais j'apprends rien du tout. Et la ludicisation idéale qui est, par la ludicisation, je concentre mon attention sur ce qui est essentiel et ce que j'ai besoin d'apprendre, c'est extrêmement complexe. La frontière, elle est ténue, et puis on bascule d'une aide à l'apprentissage à un empêchement d'apprendre pour juste une petite différence. Il faudrait que j'aie un exemple, mais l'enfant qui joue à, je prends même un jeu, peut-être même un jeu informatique, qui doit sauver un hérisson, mais que pour sauver le hérisson, il doit trouver où il est, puis pour trouver où il est, il doit faire appel à des connaissances spatiales ou de plans, ou etc. Là, l'objectif de sauver le hérisson, qui est un objectif peut-être ludique, il est au service de la mise en route d'une démarche de réflexion sur l'espace, là par exemple, versus j'additionne des carottes pour des lapins parce que ce sera plus sympa, parce que le lapin il sera content, et puis puis en fait entre deux j'essaie de te faire apprendre des additions. Je prends des caricatures parce que sinon c'est difficile à expliquer, mais d'un côté on concentre l'attention de l'enfant sur ce qui est essentiel, et de l'autre côté on met son attention sur quelque chose qui est inutile et qui peut-être va l'empêcher d'apprendre parce qu'on croit qu'il va apprendre malgré lui. Et je trouve que cette frontière, elle est extrêmement délicate. Et je ne peux pas dire je suis pour, je suis contre. Chaque activité doit être réfléchie. Chaque activité on doit redécortiquer l'activité quand on l'a ludicisée pour se dire, et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait réellement faire à l'enfant ? Est-ce qu'elle renforce ce qu'on a besoin qu'il apprenne, ou est-ce qu'au contraire, elle le sort encore plus de ce qu'il devrait apprendre ? C'est complexe, hein. C'est vrai que la clé que je ferais de manière à beaucoup de jeux sérieux, c'est que au final, on a gardé tout le sérieux en essayant d'ajouter la couche de jeu. Et pour la décorer. Couche de jeu, elle est pas connectée aux opérations. Tandis que ce qu'on a vu, et je voulais aussi revenir par rapport à ça plutôt dans la conversation, par rapport aux jeux vidéo, ce qu'on a découvert, c'est que le jeu vidéo aussi amène des compétences supplémentaires, parce que c'est dans le jeu qu'on a appris ces compétences, et on se rend compte que ces compétences sont mobilisables d'une autre manière dans un autre environnement. Donc pour moi, l'ensemble des jeux, en tout cas, je suis un passionné de jeux, surtout de jeux de société et de jeux de rôle. On revenait aussi aux jeux de rôle, je voulais aussi en parler par rapport à ça, justement dans se faire semblant, on apprend, on teste des choses. En jeu de rôle, on a certains épisodes qu'on a vécu collectivement où on a dû prendre des décisions, imaginer des solutions,
et qui ont permis de construire des compétences. Et des fois, ça m'est arrivé a posteriori de dire « Ah bah tiens, on avait résolu ça dans la narration. » Exactement. En disant « Eh bah tiens, je peux l'appliquer dans ma vie réelle. » Alors heureusement, certaines situations, je suis médiéval fantastique, ne se produisent pas, et heureusement. Mais d'autres situations, ne serait-ce que dans la négociation avec le maître du jeu ou un personnage incarné par le maître du jeu, c'est des compétences qu'on peut remobiliser ailleurs. Et le jeu amène ça. Puis c'est vrai que des fois on dit on a un sujet sérieux, des fois même très rébarbatif, on essaie de cacher. Voilà, et quand on cache, on empêche l'apprentissage. C'est ça. Et je pense qu'il faut vraiment trouver cet angle où justement, et de revenir a posteriori, je trouvais ça intéressant de dire justement a posteriori, on revient puis on dit ok, maintenant qu'on a ludifié, comment ça se passe? Est-ce que les compétences elles sont toujours là ou au final le jeu ça reste un prétexte? Et puis ça bascule pour pas grand-chose, quoi. Après, je sais qu'il y a les équipes suédoises qui avaient commencé à analyser, par exemple, des jeux qui existent en version carton et en version tablette, par exemple, en partant vraiment de l'idée qu'il n'y avait pas à hiérarchiser ou à regarder si c'était bien ou pas, mais en se disant, mais qu'est-ce que ça apprend à l'enfant? Puis en fait, ils se sont rendus compte que en apparence le même jeu et développer complètement d'autres compétences. Les deux développent des compétences, mais pas les mêmes. Et donc ça demande, quand on passe avec, que ce soit la ludification ou l'informatisation de certaines choses, de tout refaire l'analyse et de se dire, tiens, stop, ça apprend ça, mais ce que j'apprenais là, c'est pas là que je vais l'apprendre. Donc il faut que je trouve autre chose pour ça. Ouais, c'est une façon d'analyser les choses, de se mettre à la place de l'élève qui joue ou de celui qui est, à mon avis, peut-être la compétence la plus importante à développer chez un enseignant. C'est d'arriver à comprendre qu'est-ce que ça fait faire. Puis on boucle avec les lesson studies, parce que c'est ça qu'on fait dans les lesson studies. On va regarder qu'est-ce que ça fait faire à l'enfant, ce qu'on est en train de faire. Et puis du coup, une activité qui serait habillée, moi je vais parler d'habillage quand c'est pour camoufler, on va le voir tout de suite que le gamin il est en train de faire autre chose. Alors que quand on et ça serait un outil, les lesson studies, pour tester ces activités et ces ludicisations pour voir si elles sont propices ou pas. Est-ce que tu voudrais clore? Mais en tout cas, merci beaucoup. Je trouve effectivement on a fait une boucle. On est parti des lesson studies en arrivant au jeu et on revient aux lesson studies. Je trouvais vraiment intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'être venu vous exprimer ici. Merci pour l'invitation, je suis très flatté. Nous aussi de vous recevoir et d'avoir pu échanger sur des choses qu'on a, pour ma part, pas connues au travers du projet Apprendre à lire avant la lettre, mais que j'avais suivi dans la journée la journée d'études de Phonocolor. Et ce lien qu'on a pu tisser, je trouve très agréable et vraiment, on a vraiment touché des sujets qui nous touchent à cœur du côté de chez Motif. Et je vous remercie d'avoir pu partager ça avec nous et avec nos auditeurs et auditrices. Et puis, qu'est-ce que la conclusion auquel j'aurais envie d'apporter, c'est vous, les auditeurs et auditrices, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à nous les partager dans la discussion. Au niveau, on vous répondra dans les commentaires. Et puis, si besoin, on sollicitera Madame Anne-Claire Georgie pour pouvoir répondre aux questions auxquelles nous n'aurions pas les réponses. Et puis, merci beaucoup d'avoir fait ce panorama des studies et des apprentissages fondamentaux.